L'actualité géopolitique semble souvent complètement bloquée. On tourne en rond avec les mêmes explications qui, franchement, peinent à saisir le cœur du problème. Mais et si nos grilles de lecture habituelles passaient complètement à côté de la plaque? Aujourd'hui, on plonge dans l'exploration d'un document absolument fascinant. C'est une théorie purement anthropologique qui tente de décoder le comportement ultra complexe des États, et ce de manière totalement impartiale. C'est une approche vraiment inédite qui risque de bousculer pas mal de nos certitudes sur les relations internationales. L'auteur démarre fort avec cette question: qu'est-ce qui motive secrètement le comportement des États? Et la réponse avancée est assez provocatrice. L'idée, c'est que les nations ne sont pas de simples machines froides uniquement guidées par des stratégies politiques ou économiques conscientes. Non, selon cette analyse, elles seraient en fait propulsées de manière totalement subconsciente par des mythes fondateurs très anciens, profondément ancrés dans notre psyché collective. Alors comment on va décortiquer tout ça? D'abord, on va aller au-delà des simples motifs territoriaux. Ensuite, on définira ce fameux mythe protecteur, avant de voir comment le XXe siècle a tout fait voler en éclats. Puis, on analysera la tentative de reconstruire ce sacrifice de manière laïque, ce qui nous amènera à un malentendu fondamental et enfin à une stratégie pour le moins étonnante, l'hostilité contenue. Allez, c'est parti. On commence donc par la première étape, repenser les objectifs conscients des États. Le texte remet tout de suite en question l'idée classique selon laquelle les conflits, en particulier au Moyen-Orient, ne seraient qu'une banale histoire de contrôle de terre ou de redéfinition de frontières. Le contraste entre les deux visions du monde est vraiment frappant. D'un côté, on a l'approche classique qui nous parle d'une quête territoriale tout ce qu'il y a de plus consciente, souvent par la force militaire, mais de l'autre, la vision anthropologique avance quelque chose de beaucoup plus profond. Ce serait en fait une tentative subconsciente de restaurer des règles religieuses qui ont été abandonnées. En gros, la sécularisation massive du XXe siècle n'aurait été qu'un camouflage. Les États modernes essaieraient toujours de retrouver la sécurité psychologique qu'offrait la religion, mais en utilisant cette fois des outils purement laïques et politiques. C'est quand même un angle de vue radicalement différent. Et c'est là qu'on arrive au cœur théorique du document, le fameux mythe protecteur d'Abraham. Pour bien comprendre toute cette mécanique géopolitique, il faut d'abord accepter de relire un récit ancestral que presque tout le monde connaît, mais sous un tout autre jour. Le point clé de la théorie, il est là. Le sacrifice d'Abraham n'est plus du tout analysé comme un simple test de foi. La source le définit comme un véritable mythe protecteur. C'est l'histoire d'un père qui prend conscience de sa propre capacité à la violence, mais qui, au tout dernier moment, décide de se retenir pour protéger son enfant. L'auteur fait même un parallèle super intéressant avec l'interdit de l'inceste. C'est un filet de sécurité psychologique collectif. Ça garantit aux générations futures qu'une limite absolue ne sera jamais franchie. C'est la promesse intime qu'on sera toujours protégé de la folie destructrice des aînés. Mais ce filet de sécurité ne va pas tenir. On fait maintenant un bond dans le temps vers cette rupture brutale du XXe siècle. C'est le moment précis et tragique où cette protection psychologique s'effondre totalement en Occident. Si on regarde la chronologie proposée, on voit que jusqu'au XXe siècle, ce mythe de retenue restait globalement intact. Et puis, la Première Guerre mondiale éclate, les empires tombent, et dans la boue des tranchées, le mythe vole en éclats. La violence n'est plus du tout symbolique, les pères envoient littéralement leurs fils s'entretuer. L'auteur s'appuie d'ailleurs sur des dossiers psychiatriques freudiens de l'époque pour illustrer ce traumatisme monumental. Puis, avec la Seconde Guerre mondiale, c'est le coup de grâce. Le mythe est perverti de façon monstrueuse à travers l'Holocauste. Le totalitarisme joue le rôle du père meurtrier, mais cette fois, il n'y a absolument aucune retenue. Aucun ange ne vient arrêter le couteau. Et cela amène l'auteur à formuler ce concept très troublant de culpabilité anthropologique occidentale. Ce n'est pas juste une complicité historique face aux atrocités, c'est un vrai effondrement psychologique. Le texte explique que les Occidentaux ont participé à la destruction de leur propre mythe protecteur. Le sacrifice s'est accompli, je cite l'auteur, avec un couteau dans leurs mains et dans leur tête. Et selon l'analyse, c'est cette immense blessure invisible, cette honte anthropologique, qui expliquerait aujourd'hui une certaine complaisance géopolitique, comme pour expier la destruction de ce pacte millénaire. On glisse alors naturellement vers la thèse centrale du document. Comment survivre psychologiquement et physiquement quand on a perdu ce fameux bouclier mythologique? C'est tout le dilemme sioniste face à la reconstruction d'un sacrifice, mais cette fois-ci complètement laïque. La logique décrite par l'auteur se déploie en 3 étapes. 1. La perte irrémédiable de la protection religieuse du mythe. 2. La nécessité d'occuper un territoire pour tenter de reconstruire ce mythe, mais cette fois par l'action politique concrète. Et 3. L'étape la plus contre-intuitive, le besoin absolu, vital, de trouver un ennemi. Mais attention, pas n'importe quel ennemi. Il faut un adversaire qui souhaite votre perte, mais qui, au bout du compte, se retient. L'idée serait de forcer cet adversaire à jouer le rôle de l'Abraham restreint, pour recréer artificiellement ce frisson d'être épargné et protégé. Forcément, une stratégie psychologique aussi complexe va se heurter à un mur.
C'est ce que le texte identifie comme le malentendu fondamental. On assiste en direct à un affrontement entre deux cadres mythologiques totalement opposés. C'est un choc des mondes absolu. D'un côté, on a des populations arabes qui opèrent toujours selon le cadre du sacrifice religieux traditionnel. Pour elles, la protection vient de la foi, et entrer dans une hostilité organisée signifierait perdre cette protection divine. De l'autre côté, on a la stratégie sioniste, entièrement laïcisée, qui a paradoxalement besoin d'un ennemi menaçant, mais contenu, pour se sentir en sécurité. Le refus d'une partie d'abandonner son cadre religieux crée une incompréhension totale face au besoin viscéral de l'autre d'être perpétuellement menacé pour sentir qu'il survit. Il y a une citation de l'auteur qui résume parfaitement cette dynamique de friction. Ils veulent leur faire avouer qu'ils sont hostiles, et que par conséquent ils doivent se retenir et devenir ainsi une représentation d'Abraham les menaçant de son couteau. C'est puissant, non ? Selon cette lecture anthropologique, les démonstrations de force sur la scène internationale serviraient à un but subconscient bien précis, forcer l'adversaire à avouer haut et fort son hostilité pour qu'elle puisse ensuite nécessairement être contenue et neutralisée. Ce qui nous amène à la dernière phase de l'analyse, la stratégie de l'hostilité contenue. C'est le moment de voir comment cette architecture psychologique se traduit très concrètement dans la géopolitique moderne. Quand on applique ce concept aux relations actuelles, c'est assez bluffant. Prenons les accords de paix avec l'Égypte ou la Jordanie. Le texte ne les décrit absolument pas comme une harmonie fraternelle ou une paix véritable. C'est plutôt vu comme un immense théâtre sacrificiel très réussi. L'Égypte exprime un profond mécontentement intérieur, mais protège la navigation pacifique. La Jordanie formule des condamnations verbales très vives, mais s'abstient rigoureusement d'actes hostiles majeurs. Pour l'auteur, c'est l'incarnation parfaite du mythe. Une hostilité reconnue, déclarée, mais strictement contenue. Mais le document va encore plus loin et s'aventure sur des terrains brûlants comme Gaza ou le Liban. L'auteur propose une théorie radicale, identifiant des comportements délibérément atypiques. Historiquement, cette stratégie passerait par des décisions paradoxales, tolérer, voire financer ou raviver des groupes armés, ou encore quitter le Liban seulement après s'être assuré de la création du Hezbollah. Le but théorique de ce jeu dangereux, forcer ces acteurs très hostiles et potentiellement leurs alliés régionaux à institutionnaliser leurs menaces. Il faut qu'ils l'avouent pour pouvoir paradoxalement la contrôler et recréer grandeur nature la menace du couteau d'Abraham. On comprend alors le but ultime de ce cycle interrompu de provocation et de crise. Ce que la source met en lumière, c'est la recherche désespérée de la réalisation de ce qu'elle nomme le fantasme sacrificiel. En clair, il ne s'agirait pas de trouver la paix au sens idéaliste du terme, il s'agirait d'obtenir une sécurité psychologique qui ne fonctionne que si on maintient minutieusement une menace à la fois visible, permanente, mais perpétuellement suspendue juste avant le coup fatal. Et ça laisse vraiment perplexe. Le fait d'observer des conflits mondiaux insolubles, non plus à travers le simple prisme des frontières, mais à travers celui de mythes subconscients millénaires, est-ce que ça ne change pas complètement la donne ? C'est une perspective assez vertigineuse qui redéfinit l'art de gouverner comme une immense mise en scène de nos drames psychologiques les plus profonds. C'est une grille de lecture qui bouscule beaucoup de choses et qui donne indéniablement envie de creuser un peu plus les mécanismes invisibles de notre monde.